Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique notariale. J'ai changé le pattern parce que plus personne ne me posait de questions, alors je présume que vos vies vont très bien. J'ai écrit, parce que je suis notaire, et même si la fille est sortie du notariat, on ne peut pas sortir le notariat de la fille. Donc, je suis aussi auteur. Moi, j'aime mieux dire auteur. Autrice, je trouve que ça ressemble au nom d'une maladie. Donc, je suis auteur et aussi éditrice. En 2016, j'ai sorti un premier tome qui s'appelle Les Mémoires de la maîtresse. L'année suivante, La maîtresse récidive et l'année suivante, Les secrets de la maîtresse. Et ceux qui se demandent pourquoi la maîtresse, c'est simplement le féminin de maître, parce que moi, j'ai toujours trouvé que le terme maître, c'est trop prétentieux. Alors, j'avais envie, dans ces nouvelles chroniques, de vous partager ces histoires-là. Ce sont toutes des histoires vraies qui se sont réellement passées dans mon bureau au cours des 31 années de pratique notariale. Et vous allez voir là-dedans, je parle de plein de choses. Et vous pouvez intervenir. Donc là, c'est un free-for-all ce matin. J'ai aucune espèce d'idée comment ça va marcher. C'est une première, donc soit que vous m'écrivez des commentaires ici, ou vous voulez intervenir et vous me demandez de vous inviter, puis on jase de ça ensemble durant la prochaine demi-heure. Ma première histoire s'intitule « Monsieur et Madame Vermette ». Monsieur et Madame Vermette sont dans la soixantaine. Monsieur travaille encore, alors que Madame a toujours été reine du foyer. Soumise, fière, bien maquillée et coiffée. Vous voyez le genre? Vous rappelez-vous de l'émission Travail à la chaîne? Ceux qui ont mon âge s'en rappellent, dans laquelle l'animateur qualifiait la petite madame ainsi, femme au foyer, reine du foyer. Eh bien, c'est exactement ça. Quant à monsieur, il a une allure soignée, en complet cravate, beau bonhomme, charmeur, sans être déplacé par contre. Vous voyez le genre? C'est le type de petit couple qui vote libéral depuis toujours. En fait, madame vote comme son mari, sans savoir vraiment pourquoi. La seule chose dont elle est sûre, c'est qu'elle ne veut pas perdre ses rocheuses. Elle signe ses chèques comme suit. Madame Lucien Vermette. Aussi, elle se lève plus tôt que son époux pour se maquiller avant que monsieur sorte du lit, ou encore elle lui laisse toujours choisir sa place en premier au restaurant. Quand on dit une femme soumise, c'est ça. Comme dans le guide de la parfaite ménagère publié en 1960 et enseigné à cette époque à l'école des filles. Bref, ils ont rendez-vous avec moi pour faire leur testament. À ce moment, je suis à ma deuxième année de pratique notariale, ça nous mène en 1993. À cette époque, oui, alors je suis encore toute naïve. Naïve dans tous les sens du terme. Hein? J'ai 25 ans. Les enfants Vermette sont devenus eux-mêmes parents. Alors, il est grand temps de remplacer la clause « dernier vivant les biens » contenue au contrat de mariage des parents Vermette par un testament où il sera prévu, sans le souhaiter, le décès simultané des deux conjoints. Vous devez savoir que dans un contrat de mariage, on peut mettre ce genre de clause qui fait en sorte que le premier conjoint qui décède lègue tous ses biens au conjoint survivant. On ne peut par contre, dans un tel contrat, prévoir le legs aux enfants. Donc, ça a une limite, le contrat de mariage. Donc, les deux époux se lèguent l'un l'autre leurs biens. Ils peuvent se faire aussi des legs, des donations de leur vivant. Souvent, on voyait ça dans les contrats de mariage. Je donne à mon épouse tout le mobilier de la maison, puis des affaires de même. Aussi, si les époux décèdent simultanément dans le même événement, parce que malheureusement, ça arrive, la dite clause ne s'appliquera pas. Mais non, parce qu'ils vont être considérés comme... parce que des fois, dans un accident ou n'importe quoi, on ne peut pas déterminer qui est mort avant l'autre. Puis de toute façon, ils sont morts dans le même événement. Donc, finalement, ils se ramassent avec plus de testament. Ils seront considérés comme étant décédés sans testament. Le Code civil établira alors les héritiers des parents Vermette. Ainsi, les articles 666 et suivants du Code civil du Québec détermine les héritiers d'une personne décédée sans testament en regard aux personnes survivantes dans son entourage. Moi, je dis, on prend une photo au sens figuré des personnages qui sont encore là à ce moment-là.
Nous appelons cela la dévolution légale. J'en ai parlé beaucoup dans mes chroniques. Il est à noter que les conjoints de fait n'en font pas partie. Hein? Ça, je l'ai dit souvent. Les conjoints de fait, ça n'existe pas au sens du Code civil. D'où l'importance de faire un testament. Donc, premier rendez-vous avec les Vermettes. Je prends toutes les informations requises pour faire leur testament. Pas compliqué, cas type. Chacun se lègue mutuellement tous leurs biens et s'ils meurent en même temps dans le même événement ou lorsque les deux seront décédés tout simplement, tout s'en va à leurs deux enfants. Si un de leurs enfants est déjà décédé, ça va mal mon affaire, on prévoit tout. En tout cas, moi, je prévoyais tout. Donc, si un de leurs enfants était déjà décédé, sa part ira à ses propres enfants, tout en déterminant qu'ils ne pourront toucher à leur part qu'à l'âge de 25 ans révolu, par exemple. 25 ans, c'est l'âge que je vois le plus souvent. Les gens me disent que si leurs enfants ne sont pas responsables à ce moment, ils ne le seront jamais. Ça, j'ai entendu ça souvent. La part de chaque héritier sera entre-temps administrée par le liquidateur ou la liquidatrice. Monsieur Vermette décréta que le plus vieux de leurs enfants sera le premier liquidateur et le plus jeune sera le remplaçant en cas de prédécès du premier. C'est souvent comme ça. On dit prédécès, mais ça peut être une renonciation, il veut pas, il est malade, ça ne tente pas, etc. Donc, sinon, c'est le conjoint survivant qui liquidera la succession de l'autre conjoint. Bien sûr, on met les conjoints en premier, puis ensuite les enfants. Et quand je dis M. Vermette décréta, là, ben ça veut dire que Mme Vermette, elle n'avait pas un mot à dire là-dessus. Elle fallait qu'elle écoute. Au deuxième rendez-vous, le couple s'assoit à ma table de consultation avec dans les yeux une expression disant « Enfin, ça achève ». Et on va bientôt pouvoir mettre ça en arrière de nous parce que souvent, c'est ça qui arrive quand les gens viennent voir le notaire, sont à bout de tout ça, parler de la mort, c'est pas évident. Donc, quand ils sont rendus à la signature, délivrance. Alors, sans plus tarder, je leur fais la lecture de leur testament, au complet. C'est la loi. Je leur donne plein d'explications et d'exemples concrets pour leur permettre de visualiser encore plus la situation. Rendu à cette étape du processus, la majorité de mes clients me posent des questions en commençant leur phrase par « Ouais, mais si je meurs, là », au lieu de « Ouais, quand je vais mourir, là ». C'est pour ça que j'ai toujours fait des chroniques et je l'ai fait à la radio, à la télé communautaire de mon patelin, j'ai écrit des livres, parce que les gens se croient éternels. J'ai jamais entendu ça dans mon bureau en 31 ans de pratique. « Ouais, notaire, quand je vais mourir, là ». Non, j'ai toujours entendu « si je meurs ». Pareil comme s'il y avait une possibilité de rester sa vie en vie. Si vous avez la recette pour rester éternellement sur la terre, je paye cash, envoyez-moi ça par courriel. Comme si ce n'était qu'une possibilité et non une certitude. Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point l'humain se croit éternel. Et là, je le disais, je vous le répète, si jamais vous trouvez la solution pour rester sur cette terre à perpétuité, communiquez avec moi, s'il vous plaît, je suis acheteuse. Le contenu du testament reflétant donc la volonté de monsieur, madame, ils le signent tous deux satisfaits et soulagés que ça soit enfin fini et fait. Oui, parce que tout le monde voit cet exercice comme une grosse montagne. Ils ont, pour la plupart, tellement peur de faire leur testament. Ils pensent que ça va les faire mourir. Si c'était le cas, j'aurais beaucoup d'ouvrages, rappelez-vous, c'était écrit en 2016, j'aurais beaucoup d'ouvrages à régler des successions, où personne ne viendrait me voir de peur de s'éteindre prématurément à mon contact, bien évidemment. Une fois tout le processus terminé, tous se rendent compte que ce n'est pas si pire que ça faire un testament finalement. C'est vrai, tout le monde est soulagé après et dit « Ben voyons, c'est pas si pire que ça finalement. » C'est sûr que s'imaginer décédé, c'est spécial. Je ne comprenais pas ce que mes clients pouvaient ressentir jusqu'à ce que je me décide à faire mon propre testament. Ouch! Ça m'avait pris 14 ans à me... Puis je fais ça dans la vie, là. 14 ans à me résoudre à en faire un, et puisque j'étais en mesure de le rédiger moi-même, je l'ai fait. L'écriture de celui-ci m'a demandé 3 jours de travail, et à chaque fois que je m'y mettais, je pleurais à chaudes larmes. Alors, je comprends mieux maintenant l'état d'esprit des personnes qui viennent me voir. Et en effet,
c'est vrai que, puis en plus, moi, je pouvais l'écrire moi-même, donc j'écrivais aussi je dis j'écrivais parce que j'en ai fait d'autres depuis ce temps-là, mais j'écrivais la raison pour laquelle je léguais telle affaire à telle personne. Écoute, c'est fou comment, effectivement, se penser mort, c'est quelque chose. Normalement, mes honoraires sont payables au moment de la signature des actes. Le service étant rendu, j'exige d'être payé. C'est comme à l'épicerie. Malheureusement, moi je dis tout le temps, tu as eu ta livre de beurre, mais tu payes à cette heure. Hein? No money, no candy. Tu as eu ce que tu voulais, faut que tu payes. Malheureusement, M. Vermette me souligne qu'il a oublié son carnet, vous allez voir pourquoi je dis ça, oublié son carnet de chèques. Je suppose que Mme Vermette n'avait pas eu la consigne d'apporter quoi que ce soit. Je lui propose donc de revenir le lendemain, récupérer les copies de leur testament et me payer mes honoraires en échange ce qu'il accepte sans problème. Parlant d'honoraires, je me permets de faire une parenthèse ici. Les gens croient que faire un testament coûte très cher, genre 1000 $ par personne, alors que ça n'en coûte que le tiers de cette somme. On dirait que plus le contrat est important, plus vous accordez beaucoup d'importance, et vous accordez beaucoup d'importance au testament, plus le coût devrait être élevé. Normalement, les notaires fixent le prix de leur service en fonction du temps requis pour faire le travail. On ne serait pas juste notaire à ces prix-là, on serait aussi millionnaire. À ma connaissance, jamais un notaire n'est devenu millionnaire en exerçant sa profession. On ne sortira pas les Kleenex, on gagne très bien notre vie. Et moi, je dis souvent à la blague, notaire et millionnaire, il y a juste un point en commun, c'est que ça rime. Par contre, c'est l'inverse pour les transactions immobilières. Les gens sursautent quand on leur dit que ça coûte 2000 $ pour devenir propriétaire de leur maison. Je vous rappelle, c'est écrit en 2016, ça coûte plus cher aujourd'hui. Le travail du notaire dans ce genre de dossier est beaucoup plus volumineux. Ne le sachant pas, on nous rétorque, ben là, c'est juste pour changer un nom. Il y a d'autres belles histoires que je vais vous lire au cours des semaines. Vous allez voir qu'il y en a des pas pires. Je l'ai déjà entendu souvent, cette phrase-là. Ben là, c'est juste pour changer un nom sur le papier. Il faut croire que tout est relatif dans la vie, effectivement. Je referme la parenthèse, la suite de l'histoire. Tel que promis, M. Vermette passe au bureau le lendemain matin. Je l'accueille dans l'entrée et lui remets donc l'enveloppe adressée au nom des deux époux. Puis là, j'ai fait une exception parce que vu qu'ils étaient, je fais une parenthèse beaucoup dans la vie, moi, vu qu'ils étaient venus ensemble faire et signer leur testament, ça me dérangeait pas de donner l'enveloppe juste à monsieur, alors que les deux testaments étaient dans l'enveloppe. Hein? Parce que je considérais que, étant donné qu'ils étaient venus ensemble, ils me libéraient l'un l'autre de mon secret professionnel pour les deux. Donc, je pouvais donner les deux copies à monsieur. Monsieur Vermette me remercie, hésite un peu, mal à l'aise, et me demande finalement si j'ai le temps de le recevoir quelques minutes dans mon bureau de consultation. Et moi, je dis oui à cette demande, puisqu'il ne m'a pas fait mon chèque encore. Je l'invite à s'asseoir, comprenant par son langage non verbal qu'il ne me ferait pas mon chèque et qu'il avait besoin de plus de quelques minutes pour me jaser parce qu'il s'adosse confortablement dans le fond de la chaise. Hein? Il s'assoit bien confortablement dans la chaise. Moi, je trouve ça bizarre. Résignée parce qu'il ne m'a pas fait mon chèque et curieuse de la suite, je lui demande. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, M. Vermette? Et lui de me répondre avec gêne, je veux refaire mon testament. Ne comprenant pas, je lui ai demandé, est-ce que j'ai mal compris vos volontés? Y a-t-il quelque chose à corriger? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Il dit non, non, pas pantoute. C'est moi qui ai changé d'idée, me dit-il encore plus embarrassé. Ah bon, dis-je, et quels sont les changements à apporter, M. Vermette? Lui de me dire, j'aimerais remplacer ma femme par ma maîtresse comme héritière. Oh boy, oui, histoire vraie. C'était la première fois dans ma courte expérience que j'étais confrontée à ce genre de revirement. Finalement, ce n'est pas juste dans les vues qu'on voit ces choses-là. Et non. Difficile de ne pas porter de jugement négatif. Cet événement m'a appris qu'il ne faut jamais le faire et surtout pas dans mon travail. Je me suis toujours fait un devoir de ne jamais porter de jugement. Ma job est de mettre la volonté des gens par écrit, peu importe la légitimité morale de celle-ci. C'était pas illégal, c'était juste immoral. On juge quand même un peu.
Comme il n'y avait rien de contraire à l'ordre public ni d'illégal dans sa demande, je me devais de prendre en note le nom de sa maîtresse et de refaire son testament. Quand M. Vermette est reparti après la signature de son nouveau document, il m'a payé et m'a demandé de ne pas lui faire de copie. Bien évidemment, je suis allée de l'autre côté dans le secrétariat, je lui ai fait tout de suite son testament, son nouveau testament. Je suis revenue lui lire et lui faire signer tout de suite à sa volonté. Donc, on a fait ça rapido presto. J'espère juste que Mme Vermette va mourir la première, parce que si c'est monsieur qui part le premier, sa femme va vouloir le ressusciter et le tuer elle-même une deuxième fois. J'espère aussi de ne pas être le notaire qui réglera cette succession dans cette éventualité. Rassurez-vous, 1, je ne pratique plus, et 2, j'imagine qu'ils sont encore en vie, parce que je n'ai pas une nouvelle de qui que ce soit à ce niveau-là. Oui, je dis oui, j'espère que je ne réglerai pas cette succession dans cette éventualité-là. Ramasser Mme Vermette à la petite cuillère ne serait pas de la tarte. C'est pas parce qu'elle était grosse, là, petite madame. Quoique avec les histoires qui suivent dans mon livre, hein, si jamais vous voulez, tantôt, je vais vous mettre le lien si vous voulez vous le procurer. Oui, voyons, mon Dieu, c'est quand je parle en même temps, je perds le fil. Quoique avec les histoires qui suivent, vous constaterez que j'ai pas mal d'expérience en la matière, effectivement. En 31 ans, j'en ai vu des choses. Parce que si tel était le cas, imaginez que je règle cette succession-là, on s'entend. Imaginez la maîtresse qui hérite de tout, mais qui est obligée de payer Mme Vermette une somme de 200 000 par exemple, en paiement de la créance due par la succession de M. Vermette en faveur de sa veuve au terme du règlement du patrimoine familial. Bien sûr, parce que, oui, là, vous avez des questions, je vais y arriver à la fin. Donc, bien sûr, parce que, je fais une parenthèse, le patrimoine familial, au décès, c'est comme si on divorçait, alors le calcul du patrimoine familial est là, et dans cette histoire-là, c'est monsieur qui était propriétaire seul de la maison. Donc, madame, elle avait le droit, au bout de la ligne, à une créance de la succession. Et donc, imaginez que c'est la maîtresse qui fait le chèque. Ça serait quelque chose. Madame Vermette serait expulsée de la maison par la maîtresse, mais aurait droit à cette somme d'argent suivant la loi. C'est pour ça que le patrimoine familial existe. En effet, le patrimoine familial a été instauré par le législateur pour protéger toutes les Madame Vermette de ce monde qui n'ont rien acquis en termes de biens durant leur union et qui se retrouvent souvent avec rien, soit lors du divorce ou soit lors du décès du mari, qui possédait tout et qui décide d'avantager une autre personne que son épouse. Ça pourrait être les enfants aussi. Au moins, avec cet argent, Mme Vermette pourrait, à la limite, se refaire une vie à elle et retrouver son identité. Hein? On s'entend parce que Mme Lucien Vermette, c'est personne. Hein? Il y en a des petites mères de même, là. Des petites madames, là, qui ont aujourd'hui 80, là, puis que écoute, ils appellent quelque part, commandent du poulet, du méchinois, n'importe quoi, Mme Lucien Vermette s'y présente. C'est comme ça encore aujourd'hui. Avec cette histoire, vous pourriez être tenté de dire à quoi ça sert d'abord de faire un testament si on n'est jamais sûr que notre partenaire de vie ne fera pas faux bon à son décès. En effet, à cette question, je répondrai, tout est dans la confiance que vous avez l'un envers l'autre. C'est vrai que c'est juste une question de confiance. Je termine en vous disant la morale juridique de cette histoire. Le testament est un acte de volonté pur et simple. C'est pourquoi on ne peut faire 2 testaments dans le même document. On doit toujours être en mesure de modifier ses volontés successorales sans le consentement de qui que ce soit. L'exception, vous allez me dire, ben oui, mais le contrat de mariage sont 2 à le signer, c'est l'exception. OK? Mais ça n'empêche pas de faire un testament à part, de faire un testament après sans le dire à sa conjointe. OK? On ne retouche pas au contrat de mariage. Donc, après, on peut faire un testament en catimini si on veut, en espérant fort que madame ne tombe pas sur la copie. Et la morale philosophique de cette histoire. Vaut mieux lâcher prise sur tout ce qui est hors de notre contrôle. Effectivement. Donc, moi, j'ai un truc, là, ça s'appelle la justice divine. Moi, je crois en l'univers, OK? Puis je pense qu'on croit à quelque chose de plus fort que nous. Ça peut être Jéhovah, Allah, Bouddha, ça peut être John Lennon, les mythes, les extraterrestres. Moi, je crois en l'univers. Et justement, pour lâcher prise sur n'importe quoi de plate, ben, je remets ça à la justice divine. Donc, je ne souhaite rien à personne. Mais puis je me dis, mais c'est ma gang en haut qui s'occupe de ce cas-là. Alors, le truc, je vous le donne en mille ce matin.
Donc, il y a Christopher Caroline Vien, oui, qui me pose une question. Peux-tu parler de la curatelle pour personnes déficientes intellectuelles ou TSA quand il arrive à 18 ans? Il n'y a pas beaucoup d'infos. Bon, oui. Là, la curatelle, je ne peux plus vous en parler parce que étant donné que je ne pratique plus, j'ai suivi, même si je ne pratique plus, je suis encore notaire, je dois suivre des formations obligatoires. J'ai suivi la formation parce que la loi a changé au 1er novembre. OK? Donc, je présume que c'est Caroline qui me parle. Ça peut être Christopher aussi. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. En fait, effectivement, à 18 ans, la tutelle, en fait, tombe et ça devient une curatelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle loi-là permet et prévoit, on appelle ça une curatelle modulatoire. Si ma mémoire est bonne, ça fait un petit bout de temps que j'ai suivi la formation. Curatelle modulatoire. Donc, il y a, tout dépendant du degré d'inaptitude de la personne, c'est vraiment une curatelle qui va être adaptée à sa situation. Il y a une partie qui est gérée, tout dépendant du niveau où la personne est. Il y a une partie qui est gérée par le curateur public, il y en a une autre partie qui est gérée par le juge, et ça se modifie au fil du temps en fonction des besoins de la personne. Puis là, vous me parlez d'une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme. Puis là-dedans, on sait que c'est un spectre, donc il y en a qui sont bien hypothéqués, puis il y en a d'autres qui le sont moins. C'est pour ça que le législateur a décidé, avec raison, d'adapter la loi à la situation d'aujourd'hui, parce que le nouveau Code civil date de 93, même 91, ben moi je l'ai appris à l'université, fait que depuis 91 qu'on travaillait dessus, mais officiellement, je crois que c'est 93 qui a été adopté. Donc, ça fait 30 ans. Et là, ben, hey, je l'invite, Daniel Audette, je l'invite à ajouter. Ouais, là. Là, il y a Daniel Audette qui va venir me jaser ça. Écoute, c'est tout nouveau mon affaire. Moi, je tripe au bout. On essaie des affaires. Inviter cette personne, je l'invite. Marche-tu? Voyons, je clique, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ou peut-être que M. Audette, il a préféré ne pas venir. Il a peut-être eu peur aussi. C'est intimidant, cette affaire-là. Non, M. Audette, il regarde. Ça aurait été le fun. On aurait pu essayer ça. Ah, chéri, mon chéri, mon chéri, il est là. Je l'invite. Inviter cette personne. Pourquoi je clique dessus et ça ne marche pas? Chérie, mon chum, il est expert en tout ça. En plus, si ça fait ça de même, c'est parce que mon support de téléphone, je tapote sur le téléphone. Fait que c'est sûr que ça fait chérie, je ne suis pas capable de t'inviter. Je ne comprends pas comment ça. Bon, là, vous avez ça live en direct, on taponne. Puis je fais ça de même. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Je vais essayer de voir si mon ordi, je pense que je peux pas, sinon, je peux pas sur mon ordi. Il y a rien que sur le téléphone que je peux le faire. Oh, sinon, ben, plate ça. Caroline, comment ça se fait que ça ne marche pas? Il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Bon, il va falloir trouver un autre moyen de faire ça. Chérie, essaye donc encore. Essaye voir si ça peut marcher. Je ne sais pas si on peut. Bref, on va trouver un moyen parce que moi, je veux que ça soit interactif, cette affaire-là. Voilà. Donc, oui, si vous vous posez la question, est-ce que c'est une vraie histoire? La réponse, c'est oui. Bien évidemment, dans mes livres, j'ai toujours modifié un peu. Bonjour, Simon. Je m'en vais te voir, là. On va peut-être se croiser sur la rue, à Rivière-Rouge. Donc, c'est ça. C'est que ces histoires-là, bon, c'était du monde d'Amos. Amos, c'est une petite ville. Fait que, effectivement, il faut modifier un peu les choses parce que je suis tenue au secret professionnel. Mais oui, c'est une vraie histoire en début de pratique. Ces gens-là sont déménagés, donc je les ai perdus de vue. Et donc, c'est ça. Fait que en résumé de cette histoire-là, ben oui, vous pouvez faire votre testament. Moi, j'ai un monsieur, puis c'est une autre histoire. Bonjour, Madame Saint-Ange. C'est une autre histoire que j'ai eue, que je vous raconterai éventuellement, où c'est un monsieur qui est venu. Il est venu faire son testament comme 6 fois en 6 mois parce qu'il se séparait de sa femme, il revenait avec, séparait de sa femme, il revenait avec. Puis la dernière fois qu'il a fait son testament, c'est elle qui est venue avec lui, puis elle a ramassé l'enveloppe. Elle a fait bien d'inférence en voulant dire, c'est la dernière fois que tu modifies ça. C'était très drôle. Donc, oui, j'ai plusieurs histoires à vous raconter. Donnez-moi vos commentaires. J'aimerais savoir si ça vous plaît, cette nouvelle formule-là. Vous pouvez toujours, vous pouvez toujours communiquer avec moi pour une consultation juridique. Vous n'avez qu'à aller sur mon site internet, le www.marijosésaint-laurent.com, à l'onglet Contact, parce que je suis encore notaire. La seule exception, c'est que je ne peux pas aider les gens de l'Abitibi parce que j'ai une clause de non-concurrence qui m'interdit de le faire.
Je vous invite à consulter, oui, mon site Internet parce qu'il y a plein de choses là-dessus. Ce matin, j'ai parlé de contrat de mariage, j'ai parlé de testament, j'ai un peu parlé de succession. J'ai des programmes en ligne sur mon site Internet qui vous éclairent sur tout ça. Donc, dans le fond, ça remplace le notaire. Pas tout à fait, parce que vous devez quand même aller chez le notaire, mais ça vous aide à vous préparer avant d'aller chez le notaire. Je vous invite aussi à consulter mon site Internet de la maison d'édition saint-laurent.com où j'ai des ouvrages, donc mes livres. Je vais mettre les liens tout à l'heure en commentaire. Les mémoires de la maîtresse ce matin. J'ai aussi élaboré des aides-mémoires. Donc, si vous ne voulez pas avoir votre notaire, moi, en l'occurrence, dans votre écran en programme en ligne, vous pouvez quand même bénéficier de l'aide-mémoire vous aidant à vous faire une tête sur ce que vous voulez dans votre testament, pour votre contrat de mariage aussi. Ça peut vous aider aussi pour régler une succession. Et si c'est le cas, je vous offre mes sympathies. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui est décédé. Et pour acheter une maison, ça s'appelle la trouche, oui, la trouche. La trousse Protège-toi en aide-mémoire ou en programme en ligne, une foule d'informations pour vous aider à vous familiariser avec le langage du notaire. Mon Dieu, je ne pensais même pas que je serais capable de faire 30 minutes avec cette histoire-là. Merci infiniment d'avoir été là ce matin. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre histoire rocambolesque de la notaire pas ordinaire. Bonne fin de journée!